Pour mesurer l'évolution de l'épidémie, plusieurs indicateurs sont importants. Les admissions à l'hôpital, la mortalité, on en a parlé en début de journal. Mais il y a aussi un point de repère, Joanne Montet, un chiffre très important et facile à retenir. Celui-là, c'est le chiffre 1. Expliquez-nous. C'est très simple. En fait, je suis positive au coronavirus. Eh bien, je peux transmettre le virus à une personne qui va le transmettre à une autre personne. Ou bien, je peux le transmettre à deux personnes qui vont chacune le transmettre à deux autres. Eh bien, ici, 1 ou 2, eh bien, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le RT. Et le but, c'est de faire passer ce RT sous le chiffre 1 pour éteindre l'épidémie. Alors en Belgique, on en est où? En dessous ou au-dessus du 1? Eh bien, heureusement, on est en dessous. Actuellement, en fait, on est à 0,83 sous la barre de 1. L'épidémie régresse donc, mais le 17 octobre, on était à 1,56. Et tout au début de l'épidémie, quelques jours après le premier confinement, on était à 2,62. Vous voyez que les mesures sont dures, mais cela semble fonctionner. Qu'est-ce qui fait diminuer cette valeur, en fait ? Des mesures très très concrètes en fait, comme par exemple le masque ou limiter les contacts, toutes ces mesures que nous connaissons tous très bien. Mais à long terme, il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont été infectées et puis qui sont guéries. Elles ne peuvent plus être contaminées pendant un certain temps. Ça aussi, eh bien, ça aide l'épidémie à s'éteindre. Alors une question importante aussi, est-ce que ce taux de reproduction, il correspond vraiment à la réalité quand on sait qu'on ne teste pas tout le monde? Eh bien, pour le taux de reproduction national, il faut savoir que Sciences & Nous ne se base pas justement sur les tests, mais que le critère, c'est le nombre d'hospitalisations. Alors l'avantage, c'est que les malades à l'hôpital, c'est concret, les tests pourraient varier de jour en jour, et l'inconvénient, c'est que c'est incomplet, et donc aucun modèle n'est parfait. Il faut dire aussi ça, derrière les chiffres. Lundi, ce sera la rentrée scolaire et pour éviter de voir des bus bondés avec des dizaines d'élèves collés serrés, comme c'était le cas avant le congé d'automne dans certaines régions, les TEC ont décidé de renforcer leur offre. Les bus touristiques privés viendront compléter la flotte. C'est un choix qu'a déjà fait la Flandre depuis plusieurs semaines. Voyez le reportage d'Alexis Gonzalez. Un bus de la société De Lijn suivi par un bus touristique privé. Voici la nouvelle réalité des transports en commun en Flandre aux heures de pointe depuis le début du mois d'octobre. Onze bussen rijden eigenlijk in duo met de autocars, dus met de privécars. De autocars volgen exact dezelfde route als onze bussen van De Lijn. Betekent ook dat zij aan dezelfde halte stoppen. Face à cette nouvelle configuration, les chauffeurs ont dû adopter d'autres habitudes. Touringcarchauffeur, je hebt altijd lange afstanden, nu zijn dat korte afstanden. We geven meer stoppen dan normaal. Ze rijden met twee achter elkaar, dus de kinderverdelaar zeg ik zelf. Ze zaten kort bij elkaar en nu is het is menselijk nu. Depuis le début de l'année scolaire, les bus étaient saturés. Malgré les masques, la société de transport et le gouvernement flamand recevaient de nombreuses plaintes des usagers. Dus dat was een teken dat er meer capaciteit bij moest. Alleen de lijn reed al op maximale capaciteit, dus wij konden er zelf geen extra bussen, geen extra chauffeurs bij zetten. De autocarsector had bussen en chauffeurs op overvloed. Wij hadden er nodig. Un constat similaire pousse le gouvernement wallon à investir dans un partenariat public-privé. Le TEC a lancé des appels d'offres. Cette société d'autocars a déjà manifesté son intérêt car 90% de son activité est à l'arrêt depuis mars. C'est donc une occasion unique de se relancer. Ici, nous sommes dans un véhicule de grande capacité, avec beaucoup d'espace intérieur qui peuvent être utilisés pour le service public. Ces véhicules respectent vraiment les normes Covid, puisqu'ils ont des doubles ventilations. 900 véhicules et autant de chauffeurs sont libres en Wallonie. Mais sont-ils bien formés? Ces bus touristiques sont-ils adaptés pour effectuer des trajets en centre-ville? On a l'habitude avec quand on fait le tourisme, on est toujours confronté à soit la ville, la campagne, donc c'est un peu l'habitude pour nous de changer de type de terrain tout le temps, quoi. Le gouvernement wallon compte investir une dizaine de millions d'euros. Ce service d'autocar privé devrait démarrer après les vacances de Toussaint. Et ce recours à des véhicules privés suscite certaines inquiétudes au sein du personnel des TEC. Une grève surprise a d'ailleurs eu lieu ce matin à Charleroi où aucun bus n'est sorti du dépôt. Certains chauffeurs craignent que ce soit là un premier pas vers la privatisation des transports publics, ce que dément formellement la direction qui dénonce d'ailleurs ce mouvement d'humeur en période de crise.
On enchaîne avec cette question qui vous préoccupe peut-être. Quel avenir pour nos pensions? La nouvelle ministre des Pensions, la socialiste Karine Lallieu, devait se prononcer aujourd'hui à la Chambre sur les grandes orientations de sa politique. Alors quel changement par rapport à ce que le précédent gouvernement avait mis sur la table? Que propose-t-elle notamment en matière d'aménagement de fin de carrière? La question est particulièrement sensible alors que de nombreux professionnels sont aujourd'hui sous pression avec la crise. Thomas Dechamps. Il est 17h, mais cette éducatrice spécialisée commence à peine son service. Jusqu'au bout de la nuit, elle va prendre en charge des résidents qui nécessitent des soins parfois particulièrement lourds, des tâches qu'elle ne s'imagine pas faire à tout âge. On le fait au moins 10 à 15 fois par jour par chaque résident. Et à 60 ans, même bien avant, je pense que, je ne sais pas, on va peut-être confondre entre le résident et l'éducateur, qui est le soigné et le soignant. On y va, clairement, on se demande comment on va faire et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce que notre carrière, on pourra la terminer ici? On a du mal à se projeter, en tout cas. À quoi ressembleront nos fins de carrière? Alors que le relèvement de l'âge légal de la retraite a généré beaucoup d'inquiétudes, les travailleurs sont toujours perdus. Et pour cause, si plusieurs choses sont acquises, la pension à 67 ans, mais aussi le relèvement du montant minimum vers 1 500 € ou à l'inverse, l'abandon de la pension à points, en revanche, en ce qui concerne la liste des métiers pénibles ou en matière d'aménagement de fin de carrière, tout reste à faire. Il y a des pistes qui sont déterminées par l'accord de gouvernement, comme le créditant, comme la pension à mi-temps, comme le splitting, pour qu'effectivement il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes à l'âge de leur pension. D'autres choses vont peut-être être mises par les partenaires sociaux. Donc là, j'attends de leur part aussi qu'ils mettent des choses sur la table. Problème, patrons et syndicats bloquent sur la question depuis des années. La crise du Covid, qui a remis en lumière la pénibilité de certains métiers essentiels, comme dans la grande distribution, accélérera peut-être les choses, mais encore, faudra-t-il avoir accès aux aménagements proposés. Chez Carrefour, il faut quand même savoir qu'on est aujourd'hui autour de 75% de temps partiel. Il y a toute une série de collaborateurs qui n'auront pas accès à un aménagement de fin de carrière, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une carrière complète ou qu'ils n'auront pas les jours de prestations nécessaires pour avoir cet aménagement de carrière. Or, le calendrier est serré. La première note de la nouvelle ministre est attendue pour septembre de l'année prochaine. Soulager les soignants du personnel non qualifié pourra bientôt arriver en renfort dans les hôpitaux. Ce soir, une commission technique va établir la liste des actes infirmiers qui pourront ou non être délégués. Mais dans certains établissements, comme l'hôpital Erasme à Bruxelles, la direction a d'ores et déjà décidé qu'il n'était pas question de faire appel à ce type de personnel. David Brichard. Vous demandiez un petit peu ce qu'on devait faire là, lui, pour la suite. C'est Jérémy, un infirmier aux soins intensifs de l'hôpital Erasme. Depuis le mois de mars, il se bat comme ses autres collègues pour garder en vie les patients les plus lourdement touchés par le coronavirus. C'est ça qu'on doit faire ce matin. On va mettre un cathéter ici, vous en avez déjà un là. Pour être à ce poste, il a fait 5 ans d'études. Alors quand il a entendu que du personnel non qualifié allait pouvoir poser des actes infirmiers, son sang n'a fait qu'un tour. On nous balance des choses comme ça sans nous concerter. C'est ça, je pense, qui fait réagir. Quand les soins ne sont pas bons, ça se répercute sur une chose aux soins intensifs, c'est le taux de mortalité. On sait que si on a un staff pas bon, si un staff pas formé, pas assez en nombre, eh ben, ça se répercute sur ces choses-là. Les patients sont moins bien soignés. Voilà. À tort ou à raison, depuis cette annonce, les infirmiers et infirmières ici ont le sentiment d'être réduits à pas grand-chose. C'est organisé, ça va, ok. Donc il n'y a pas de masque à commander pour le week-end, tout est en ordre alors. Dans ce contexte très difficile, le responsable d'équipe monte au créneau et veut défendre le métier. Le personnel de terrain attend vraiment autre chose. Une reconnaissance. Une reconnaissance, une valorisation. Et encore une fois, j'insiste très fort, ils ont besoin qu'on reconnaisse la pénibilité du travail. Au service de gastro-entérologie, même ressenti. Parmi les gestes quotidiens de Chantal, la prise de tension. Un acte qui pourrait être bientôt délégué à du personnel non formé. Une erreur selon cette infirmière qui a plus de 30 ans de carrière. Il ne suffit pas de prendre et de continuer les soins. Il y a toute une surveillance qui se fait, quoi. Pour vous, il faut de l'expérience. Il faut une certaine expérience. On peut les expliquer, mais ça prend toujours... il faut les mettre sur le terrain. Au sein de la direction de l'hôpital, on est catégorique. Aucun profil non qualifié ne fera des actes infirmiers. C'est une question de responsabilité.
Il y a toute une série d'aides, notamment administratives, qui peuvent être sollicitées et qui peuvent venir aider le fonctionnement de nos structures. Mais dans la délégation des soins, il y a des limitations dans la possibilité de déléguer ce genre de compétences et d'art, quelque part. Cette mesure très décriée ici est en principe valable jusqu'avril 2021, mais d'ores et déjà cela semble être un très mauvais signal envoyé par le gouvernement à ces professionnels de la santé.